Bonjour à nouveau. On va pouvoir démarrer cette nouvelle session avec la société Varonis, qui est représentée aujourd'hui par Pierre-Antoine Faye-Crawford et qui va nous présenter Soyez maître de votre domaine, simulation d'une attaque par ransomware. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer globalement un support de présentation juste pour mettre le contexte des différentes APT, comment les différents groupes interagissent les uns avec les autres, les différentes velléités, chacun de ces groupes. Et ensuite, on plongera, ça va durer même pas 5 minutes, et ensuite on plongera directement dans mon lab et je vous montrerai un petit peu le déroulé d'attaque. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des choses qui ont l'habitude d'être médiatisées, de plus en plus d'ailleurs, et donc difficile de passer à côté dès lors qu'on a une compromission interne, on a l'exfiltration d'informations ou des problèmes opérationnels liés à des ransomware. C'est des choses qui vont être connues puisque les groupes publient ces informations-là et donc du coup, ça va forcément être médiatisé. Derrière, c'est tout le temps des personnes qui sont humaines. Il n'y a pas de bot, il n'y a pas de mécanisme automatique qui fait ça tout seul et on laisse ça traîner dans un coin et ça marche tout seul. C'est tout le temps des humains qui sont derrière et la plupart du temps, d'ailleurs, il y a des actions qui sont manuelles, qui sont faites au sein de vos environnements. Avant, c'était quelque chose de très succinct, rapide. Le but, c'était de chiffrer de la data et puis on générait des problèmes opérationnels et du coup, des petits leviers, mais sur des postes qui étaient isolés la plupart du temps. Maintenant, c'est beaucoup plus complet. On va en revenir après pourquoi. C'est d'abord des compromissions globales d'un domaine et ensuite le chiffrement de l'information. C'est pas le but final en soi, mais simplement la dernière capacité pour récupérer de l'argent pour ces différents groupes. Donc, on est vraiment sur un paradigme qui est différent. Et donc, du coup, la plupart du temps, ces différents acteurs sont présents sur le SI depuis quelques semaines, voire quelques mois, en amont du moment où on constate le chiffrement de la donnée et donc, du coup, l'incapacité de pouvoir accéder à ces données quand on subit une attaque de type ransomware. Pour vous donner un exemple, je prends Emotet parce que c'est probablement le plus parlant actuellement. Leur velléité, eux, de leur côté, c'est de pousser des campagnes de phishing, d'accroître la véracité du clic, donc créer de la confiance pour les personnes qui vont cibler pour que les personnes cliquent sur le lien ou sur la pièce jointe, l'exécutent et finalement que Emotet, par exemple, ait un accès local à la machine. Leur but derrière, c'est de pérenniser leur activité. Donc eux, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est juste récupérer l'intégralité de tous les emails des différentes personnes, pouvoir identifier peut-être des sociétés externes et cibler ensuite ces différentes sociétés externes avec les mêmes méthodologies qu'ils ont. Donc ça, c'est vraiment leur cœur de base de métier pour pérenniser l'activité. Ensuite, la manière de se faire de l'argent pour eux, c'est non pas de chiffrer des SI, c'est non pas de trouver d'exfiltrer de l'information, mais de proposer à d'autres types d'acteurs des accès au SI. Donc eux, leur but, c'est d'avoir un trojan qui traîne sur une machine, qui est connecté à leur réseau de botnet d'une certaine manière, et proposer ce service-là payant à d'autres acteurs qui n'ont pas besoin d'essayer de faire une campagne de phishing ou que ce soit en amont, qui utilisent simplement cet accès pour commencer leur volonté de soit compromission interne, soit exfiltration d'infos, puis à terme, on va aller chiffrer l'info. Donc on le voit pas, mais ça c'est la pérennisation de l'activité d'Emotet, par exemple. Ils essayent bien évidemment toujours de manière très opportuniste d'exploiter des vulnes. La plus, à mon avis, la plus opportuniste qu'on pourrait avoir en ce moment, c'est probablement cette fameuse vulne sur Microsoft, sur Word, ou sur le programme Office de manière générale, où simplement on peut exécuter des macros ou plutôt des binaires sans avoir besoin d'activer les macros. Avec le problème du diagnostic tool de Microsoft, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on va revoir assez rapidement et probablement, je pense que dans pendant les prochaines semaines, on va voir une recrudescence de campagnes de phishing justement liées à cette volonté d'être opportuniste sur les campagnes de phishing. Et ensuite, derrière, comme je vous disais, c'est d'autres acteurs malveillants qui ont des volontés différentes, peut-être plutôt en attrait avec le secteur bancaire, avec Trickbot, qui vont juste utiliser les accès proposés par Emotet, s'injecter dans les navigateurs, récupérer des données bancaires, par exemple, ou d'autres acteurs, à l'époque Ryuk, Gregor, j'en passe, Logbit, tous ceux que vous voulez, qui, eux, ont plutôt pour velléité de chiffrer l'information. Et donc, c'est eux qui vont récupérer simplement les capacités d'Emotet pour pouvoir aller pousser leurs différents samples. Globalement, ce que je vais vous montrer, c'est globalement le déroulé qu'on a l'habitude de voir, soit sur des utilisateurs malveillants, soit des pentesters qui ont toujours les mêmes phases distinctes de process, à savoir d'abord la reconnaissance locale dans l'environnement dans lequel on est, soit sur la machine pour comprendre les patchs de sécurité, etc.,
si on a une stack sécu locale à la machine, un EDR, un antivirus, et ensuite plutôt au niveau du domaine. Sur quel domaine on a atterri, combien il y a de machines, quels sont les services qui sont exposés, quelles sont les machines qui sont exposées, quels sont les ports auxquels on pourrait adresser. Tout ça, c'est de la reconnaissance qui est obligatoire. C'est une phase qui est déterminante pour pouvoir savoir par où passer finalement lors de la continuité de notre attaque. Une fois qu'on aura fait ça, on ira voir, il y aura toujours une phase de mouvement latéral. Quand on a un utilisateur qui est compromis, malheureusement, il a des droits qui sont très peu élevés. Et donc, du coup, le but, c'est d'élever la capacité, la visibilité sur le SI pour avoir des dommages qui sont plus importants, soit pour l'exfiltration, soit pour de la compromission. Et enfin, on le voit, on a toujours des volontés ensuite de persistance sur un SI où, une fois qu'on a compris un utilisateur, on veut pouvoir potentiellement le réutiliser dans le temps. Donc, on va faire un petit peu de persistance de notre côté, on ira exfiltrer l'info et ensuite la chiffrer. Donc tout ça, je vais le faire dans mon lab. Allez, c'est parti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai une toolchain où en fait, je vais juste double-cliquer et là, toutes les actions vont être faites automatiquement. Comme ça, moi, j'ai rien à faire et j'ai juste à vous expliquer finalement. Comme je vous ai dit, la première chose qui est la plus importante, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, imaginons que là, j'arrive et Emotet a justement utilisé cette fameuse vulnérabilité d'Office. On a un accès local à la machine, on est connecté au command and control, on est dans l'environnement finalement, dans le contexte utilisateur d'un utilisateur qu'on va ici appeler ingénieur. Il n'a pas de droit spécifique sur le SI. Ce que je vais faire, c'est j'ai besoin de savoir, quels sont les patchs de sécurité locales Microsoft. Est-ce que j'ai des vulnérabilités de type LPE, Local Privilege Escalation, pour devenir admin local de ma machine, par exemple? Est-ce que j'ai des EDR? Est-ce que j'ai un antivirus? Parce qu'en fonction de ça, il va falloir que j'adapte ma stratégie pour pouvoir peut-être exécuter des payloads qui sont spécifiquement conçus pour pouvoir contourner finalement les fameuses capacités de détection pour les différents EDR. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Première chose, je récupère tous mes outils forgés spécifiquement pour cette machine-là, pour éviter que, par exemple, mon EDR, Windows Defender, détecte ce que je suis en train de faire. Une fois que j'ai tous mes outils forgés, j'ai ma toolchain finalement, je vais pouvoir commencer à travailler sur la vraie reconnaissance plutôt au niveau du domaine. Je vais pas m'embarrasser ici, je vais utiliser des problèmes de configuration souvent liés à DNS et ça s'appelle des transferts de zone. Je vais simplement demander au serveur DNS de me donner sa base de données, de connaissances, de mapping, nom de domaine, enfin nom de machine et IP. Et je vais juste recenser tout ça pour savoir finalement sur le SI quelles sont toutes les machines adressables, quelles sont toutes les IP adressables, sans que j'ai besoin d'activement scanner le réseau. Au moins, là, je fais juste une requête, j'ai l'intégralité de la base. Une fois que j'ai fait ça, donc je connais un petit peu mieux l'environnement, on va dire, du domaine. Il va falloir que je travaille un petit peu sur la partie mouvement latéral et trouver des fichiers qui peuvent potentiellement ici m'amener à cette élévation de privilège. Ce que je vais faire ici, ça paraît simple et naïf, mais je peux vous dire que ça fonctionne. C'est que je vais aller chercher sur toutes les IP que j'ai recensées dans mon transfert de zone. Sur chacune de ces IP, je vais me connecter au port 445 SMB et je vais regarder sur chacun des shares qui sont exposés par ces différentes IP si j'ai la capacité d'avoir des fichiers déjà et lire chacun des fichiers pour vérifier si j'ai de l'information qui peut être utile pour mon mouvement latéral ici. L'anecdote que je peux vous donner là-dessus, c'est que, donc là, je vais chercher un mot de passe en clair, par exemple, dans les fichiers de conf. Mais à l'époque, quand je faisais du pentest, j'avais un client, on avait pour habitude de compromettre un domaine en moins d'une journée, normalement c'est la moyenne, et on arrive chez un client, on fait exactement ça, on se connecte au réseau, on regarde sur les différents shares qui étaient exposés sur le SI, il y en avait un qui était intéressant, qui est accessible à tout le monde, c'est le sysvol des contrôleurs de domaine. Et sur ces sysvols, il y avait un dossier spécifique, tout le monde avait le droit de lecture dessus, et il y avait un fichier, enfin 2 fichiers, c'était des backups des contrôleurs de domaine. Donc, ils utilisaient Acronis à l'époque, un logiciel qui fait des backups de disques. Et donc, c'était vraiment les backups des disques des DC. Donc, finalement, il n'y avait pas des mots de passe en clair dans ces backups-là, mais on avait la base NTDS, donc de toutes les identités du SI avec tous les dérivés de mots de passe qui peuvent être contenus dans cette base-là. Et donc, finalement, on était domaine admin en moins d'une heure parce qu'on avait ces fichiers-là qui étaient surexposés. Et ben là, c'est exactement ce que je vais faire, sauf que je vais rechercher des mots de passe en clair. En l'occurrence ici, j'en ai trouvé un dans mon lab. Il y avait une fameuse application web qui était hébergée sur un serveur d'OBS. Et il y avait un petit
petite configuration sur sa AWS qui me permet de lier l'authentification web à un groupe Active Directory interne pour savoir peut-être donner un rôle spécifique à un utilisateur plutôt qu'un autre en fonction de son groupe de sécurité Active Directory. Et donc, du coup, forcément, pour pouvoir aller consommer le service LDAP des contrôleurs de domaine, il faut la plupart du temps avoir un compte avec un mot de passe. Donc là, en l'occurrence, c'est exactement un fichier de conf avec un mot de passe en clair, voilà, sur mon IC. Donc ce compte-là, backup service, finalement, est compromis. Pour le souci de réduction du temps sur mon scénario d'attaque, ce que j'ai fait, c'est que ce compte est privilégié. Donc c'est un domaine admin. Ça paraît facile une nouvelle fois l'évaluation de privilège ici. Souvent, il y a une étape supplémentaire où finalement, j'ai compromis un compte de service. J'utilise ce compte de service qui porte un service une nouvelle fois quelque part sur mon Active Directory, donc qui est sur un serveur. Et je me connecte sur ce serveur pour aller compromettre le serveur et dumper la mémoire, par exemple, pour récupérer d'autres types de credentials. En l'occurrence, pour aller plus vite ici, ce compte-là, on va le voir, est domaine admin. Donc finalement, on a réussi rapidement à élever nos privilèges et avec ce compte domaine admin, maintenant, on va pouvoir peut-être faire d'autres choses. Je suis Emotet, par exemple, je m'arrête là, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai des comptes privilégiés, peut-être que je peux revendre ou peut-être que je peux simplement ensuite, on va le voir, faire d'autres choses avec ce compte-là pour avoir des backdoors et des capacités ensuite de revendre une nouvelle fois d'informations. Mais je m'arrête là, quoi, si je suis Emotet. Afin de vérifier déjà si le mot de passe est bon, la première chose que je vais faire, et ce qui est souvent fait manuellement d'ailleurs, c'est je propose une authentification. Je m'authentifie en RDP ici, par exemple, sur un DC pour voir si j'ai les privilèges nécessaires pour pouvoir faire ce que je veux sur le EDC. En l'occurrence, c'est bon. On voit, j'ai ma session qui va s'ouvrir avec Backup Service. Donc, le mot de passe est bon. Parfait. Je le revends. Ou, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se créer une backdoor sur un contrôleur domaine. Un contrôleur domaine, c'est quand même une machine qui est assez critique, qui potentiellement héberge tous les secrets de l'Active Directory. Et donc, du coup, je veux garder une backdoor dessus. Ce que je vais faire, je vais utiliser un outil qui est super simple. Vous connaissez tous probablement, qui s'appelle PSExec. Et en fait, PSExec, ce que ça fait derrière, c'est que ça déploie un service à distance localement sur la machine sur laquelle vous vous connectez. Et ce service tourne avec les droits, souvent Entity Authority System, donc les droits les plus élevés, privilégiés en userland, en tout cas, sur Windows. Le souci, enfin, normalement, quand on utilise PSExec, ce qui se passe, c'est que quand on quitte la session, le service est automatiquement supprimé. En revanche, si là, je décide de le laisser, on va dire, allumé ou qui tourne et que je le supprime pas en partant, finalement, n'importe qui peut venir écrire dans ce pipe nommé et exécuter du code sur le DC avec les privilèges associés, donc Entity Authority System. Donc, ça va être ma fameuse backdoor qui peut être un peu affiliée à quelque chose de légitime. J'ai mon évasion de privilèges, j'ai ma backdoor, ma persistance dans le temps, si besoin. Ce que je vais faire ici, c'est une autre capacité de persistance. On en a parlé, mon ingénieur, il est non privilégié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon compte backup service, celui qui vient d'être compromis et qui est domaine admin, pour ajouter mon compte ingénieur temporairement dans un groupe privilégié, domaine admin par exemple. Et suite à ça, je vais pouvoir faire des actions avec ingénieur et entre autres ici, une attaque que vous connaissez probablement tous. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Ça s'appelle DCSync. DCSync, donc ça nécessite des droits assez élevés. Il faut être comme si on était un contrôleur de domaine finalement pour pouvoir demander la réplication de la base, un peu comme sur les DNS, la réplication de la base locale de chacun des contrôleurs de domaine. Ils sont obligés de s'échanger ces informations pour que chaque base de données soit la même pour tous les contrôleurs de domaine. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement abuser ces mécanismes de réplication et demander à un contrôleur de domaine ici, hey, donne-moi ta base de données complète, s'il te plaît. Comme ça, je vais pouvoir récupérer toutes les infos qui sont inscrites. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Un petit utilitaire que vous connaissez une nouvelle fois tous, qui s'appelle Mimikatz, permet de faire ça assez super rapidement. Une ligne de commande, je vais vous la montrer ici, avec le module DCSync qui est dans LSA dump. Je spécifie juste ici, non pas tous les utilisateurs de la base Active Directory, parce que ça me dit quelque chose de très verbeux et très lourd, surtout sur les gros environnements, mais l'utilisateur qui est probablement le plus intéressant de tous les utilisateurs de l'Active Directory, parce que c'est lui qui permet que Active Directory dans son intégralité fonctionne. Cet utilisateur, c'est le compte KRB TGT.
Si vous le connaissez pas, ce compte-là, c'est vraiment, si je peux faire une analogie, c'est probablement le compte qui pourrait être affilié à, on prend l'exemple national, on a besoin de carte d'identité pour prouver notre identité sur le territoire français, par exemple. Il y a une date de péremption, il y a un secret de fabrication qui est associé avec peut-être du watermarking, du filigrane, etc. Et ben là, finalement, on a un secret qui permet de générer des cartes d'identité. Et ben en fait, ce compte KRBTGT, faut l'assimiler à cette capacité, cette imprimante qui est capable de générer finalement des cartes d'identité. Si on a ce compte-là, on est en capacité à la fois de forger la date de péremption d'un ticket dans l'Active Directory, de forger leur nom d'utilisateur, un groupe de sécurité auquel appartient cet utilisateur, et donc du coup faire comme si c'était une vraie carte d'identité nationale ici. Donc c'est le compte à protéger, entre guillemets, en tout cas c'est le compte le plus précieux. Et la fameuse information qui est la plus intéressante dans tout ça et qui vous permet de faire justement générer des tickets Kerberos, c'est ce fameux HNT que je surlignais ici. Dès lors que j'ai exfiltré cette information-là, je suis en capacité de me faire passer pour n'importe quel utilisateur et de forger des tickets que vous connaissez tous qui s'appellent des golden tickets. Nouvelle méthode de persistance. Ça, pour le coup, que ce soit un utilisateur malveillant ou pentester, souvent c'est le petit trophée quand on compromet un domaine de manière générale. On génère un golden ticket. Bon, voilà, comme ça on l'a et on est content. Et pour les acteurs malveillants, en revanche, c'est plutôt une capacité de vendre ce ticket-là à plusieurs utilisateurs et voilà, ils peuvent l'utiliser. Donc DCSync, c'est une attaque qui est super intéressante à ce niveau-là. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on voulait, on persiste de différentes matières, on peut avoir un revenu, un retour sur investissement sur toutes les actions qu'on a faites, puisqu'on a des choses à vendre qui sont intéressantes ici. On va travailler, admettons qu'on soit un autre groupe maintenant, qui est plus pour vérité de soit exfiltrer de l'info ou soit un acteur type ransomware. La plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont la double extorsion. Donc d'abord, on vole de l'information, la plupart du temps sensible d'ailleurs, on collecte et plus tard, dans le temps, une semaine, 2 semaines après, on va aller chiffrer l'information. Le but sous-jacent ici pour eux, c'est d'avoir la capacité de prouver qu'ils ont compromis le domaine avec des fichiers qu'ils peuvent justement distribuer publiquement via leur plateforme, web d'ailleurs, et derrière créer ce levier financier, enfin d'une certaine manière financier, disant voilà, quand on aura chiffré, si vous voulez récupérer la totalité de vos informations, vous nous payez. Si vous ne nous payez pas, on divulgue toutes les informations qu'on vous a volées. D'où l'intérêt ici d'aller chercher la liste exhaustive de tous les fichiers qui peuvent être intéressants, donc qui ont de la valeur pour la société. Ici, j'ai choisi de donner confidentiel. Donc, un peu comme tout à l'heure, quand je recherchais des mots de passe en clair dans des fichiers sur le SI, je vais utiliser la même logique ici, qui est SMBmap. C'est un outil qui est connu, qui est utilisé et qui est open source. Je vais utiliser SMBmap pour aller chercher sur le file server tous les fichiers confidentiels. Une fois fini, j'ai récupéré toute cette information-là. La manière la plus facile d'exfiltrer l'info et d'une manière rapide, c'est d'utiliser, ils le font quasiment tous, AirClone. Donc c'est quelque chose qui permet de cloner une arborescence complète de fichiers assez rapidement, et ici, par exemple, avec un site web externe. J'ai utilisé mega.io, mais je pourrais utiliser n'importe quel autre site web. Donc globalement, en très peu de temps, j'ai exfiltré toute mon info sensible ici sur mega.io. Et enfin, j'ai finalement été en capacité de récupérer toutes les infos, de les exfiltrer. La dernière information que je peux faire, ou la dernière possibilité de presser le citron encore un peu plus pour récupérer de l'argent et créer un degré d'urgence opérationnelle, c'est d'exécuter mon ransomware. J'ai pris une souche Maze que j'ai recodée, que j'ai un peu adaptée, qui me permet ici de chiffrer, on le voit derrière, l'intégralité du fichier, du système, et également de tous les répertoires qui seraient montés localement sur le système, voire même sur les file serveurs de mon SI. La petite subtilité, vous allez le voir probablement ici, c'est étant donné qu'on vient collecter, nous, tout ce qui se passe sur les serveurs de fichiers, côté Varonis, eh bien, on va voir cette activité qui est assez facilement identifiable puisque c'est une itération sur des fichiers quand on fait du chiffrement. Et donc, du coup, au moment où on va voir ça, on va voir le comportement, on va pouvoir déclencher une alerte. Et associé à cette alerte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit script de remédiation automatique, un peu comme le ferait un SOR, qui va me permettre d'aller directement, on va dire, interagir avec soit l'identité de l'utilisateur, soit la machine en question. Et donc voilà, par exemple, mon alerte, ce qu'elle faisait, c'est que
enfin mon script, ce qu'il faisait, c'est qu'il désactivait l'identité de l'utilisateur dans l'Active Directory. Comme ça, au cas où l'utilisateur est utilisé, enfin l'identité de l'utilisateur est utilisée pour pousser d'autres malwares sur d'autres systèmes. Le fait de le désactiver de l'Active Directory, ça va empêcher l'authentification initiale qui permettra de pousser le payload. Donc là, au moins, j'isole la capacité de propagation, si vous voulez, du sample. Et à côté de ça, pour toutes les machines qui exécutent déjà le binaire en mémoire, par exemple, il faut que j'ai la capacité d'action. Et c'est pour ça que la deuxième action que j'ai choisie, c'est d'isoler le poste utilisateur. Et là, en l'occurrence, je suis allé à l'essentiel, au plus rapide. J'ai kill la session d'utilisateur et j'ai éteint l'ordi. Au moins, je suis tranquille. Et tout ça de manière automatique. Comme ça, je suis tranquille. Voilà pour l'action complète de ce qu'on a pu voir, en tout cas au niveau de l'attaque. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de passer peut-être du côté, on comprend un peu mieux probablement les différentes étapes. Maintenant, à quel endroit on aurait pu voir quoi, et peut-être qu'on aurait pu anticiper, au moins identifier l'attaque à un autre moment, plutôt qu'à la fin, quand on constate que nos fichiers ne sont plus utilisables. Donc, je jump dans Varonis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser toutes nos différentes alertes. Et effectivement, là, j'ai quelques alertes qui sont déclenchées dans mon environnement. J'en ai probablement 14, 15. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on a regardé les différentes alertes pour essayer de comprendre et interpréter un petit peu ce qu'on aurait pu détecter. Quand on arrive dans nos systèmes, comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai plein d'alertes, je sais pas par où commencer. Différentes possibilités. Toutes les alertes sont catégorisées dans ce qu'on appelle la kill chain. Vous savez, les différentes méthodes ou phases qu'on utilise souvent, la reconnaissance, le déni de service, l'exfiltration d'infos, etc. Toutes les alertes Varonis sont catégorisées justement dans cette kill chain. Comme ça, de votre côté, si vous avez besoin d'investiguer une exfiltration d'infos spécifique, toutes les alertes qui sont liées à l'exfiltration d'infos, eh ben, on peut aller regarder ces différentes alertes. C'est ce que je pourrais faire ici, en disant la catégorie de mon alerte, c'est exfiltration d'informations. Je pourrais grouper par catégorie, et là, à la limite, c'est des capacités plus faciles de priorisation de mes différentes alertes. L'autre possibilité, c'est chaque alerte est finalement catégorisée avec un niveau de sévérité plus ou moins grand, et on pourrait travailler peut-être sur cette capacité, donc cette catégorisation Varonis, en disant peut-être que je vais commencer par travailler ici sur mes différentes alertes, peut-être qui m'entraînent un impact assez important sur mon SI. Ce serait quelque chose qu'on pourrait faire. De mon côté, ce que je vais faire, par souci de temps, c'est que je vais prendre chacune des alertes d'un point de vue chronologique et on va retracer exactement toutes les étapes qu'on a faites ensemble au niveau de l'attaque et voir à quel moment on a pu détecter une alerte. Donc pour ceux qui ne savent pas, Varonis collecte tous les événements de l'Active Directory, des serveurs de fichiers, etc. Donc dès qu'il y a de l'activité qui est faite, c'est des événements qui sont collectés, un peu comme le ferait un SIEM, sauf qu'au lieu d'avoir des événements bruts, on va en reparler plus tard peut-être, mais on a une espèce d'enrichissement sur chacun des événements et ensuite sur lequel on applique une couche de machine learning qui va nous permettre de détecter par rapport à un profil établi, un comportement d'un utilisateur, des divergences, que ce soit en termes de vélocité d'accès, en termes de nombre de fichiers accédés, de type de fichiers accédés, d'enchaînement successif d'actions, on va le voir. Et donc du coup, ce qui va nous permettre ici d'avoir des informations intéressantes en termes de risque. Première chose qu'on constate dans mon environnement, et c'est ce qu'on a fait au tout début, c'est la fameuse reconnaissance DNS. Quand quelqu'un demande un transfert de zone DNS, c'est une requête DNS parmi des millions, mais c'est une requête qui, même si elle n'aboutit pas, c'est une requête qui vaut le coup d'être testée pour être certain qu'on ne peut pas aller rapidement, comme je l'ai fait tout à l'heure, récupérer la zone entière de mes machines dans mon Active Directory. Donc là, en l'occurrence, c'est assez simple à distinguer. Dès lors qu'on a ce type d'actions qui sont faites sur DNS, on a une alerte qui se déclenche en disant attention, il y a un transfert de zone qui est demandé, succès ou échec, peu important, il faut qu'on ait l'information comme quoi l'action s'est passée. Et on voit qu'on a une fiche explicative finalement de tout ce que ça veut dire, cette alerte-là, quel type de problème on a, comment on l'analyse. On voit sur la côté droite, le côté droit, on a toute la partie playbook pour savoir comment travailler sur cette alerte-là et toutes les informations relatives à qui fait l'action, d'où et à quand est-ce que l'action est faite. On pourrait bien évidemment après aller regarder les événements, mais là c'est un seul événement, c'est pas forcément très intéressant. On continue. La deuxième chose qui avait été faite, d'ailleurs c'était à l'envers, parce que c'était celle-là que j'avais fait en premier, c'était, vous vous souvenez, la capacité d'aller chercher juste mon payload spécifique pour
contourner finalement mon système, mais les protections de mon système d'exploitation, donc mon ODR, etc. Bah, finalement, cette action-là, elle a été faite au travers de PowerShell via le proxy pour aller consommer ici un site qui s'appelle evil.io, et c'est quelque chose de la même manière, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ici dans l'environnement dans lequel je suis, parce que l'user agent normalement n'est pas PowerShell. Donc du coup, on a une alerte d'un point de vue comportemental qui s'est déclenchée ici. En continuant, on avait trouvé un compte de service, un mot de passe d'un compte de service, puis on avait utilisé directement ce compte de service pour se connecter depuis la machine qu'on avait compromise. Et ça, c'est probablement d'ailleurs l'alerte qui est plus intéressante, qui permet, voilà. On voit ici, je vous explique. Toutes les alertes qui commencent par abnormal quelque chose, finalement, c'est des alertes qui sont purement comportementales avec la catégorisation à côté du compte qui fait l'action. Si c'est un compte de service, on aura abnormal service behavior. Si c'est un compte classique, on aura abnormal behavior tout court. En l'occurrence, ici, on le voit, la première chose qu'on avait faite, c'était se connecter au contrôleur de domaine ici avec notre compte, voilà, en RDP avec notre compte de service, pardon. Et on le voit, c'est une des alertes qui s'est déclenchée. On a fait l'apprentissage de qui se connectait sur les DC en termes d'identité. Et dès lors qu'on a une identité qui n'avait pas l'habitude de se connecter au DC, on va déclencher une alerte. En l'occurrence, ici, on le voit, c'est Backup Service qui s'est connecté au DC depuis Desktop 1. Et automatiquement, on a associé le device qui fait l'action. Donc, c'est une IP normalement qu'on a. On va automatiquement associer le device à l'utilisateur qui a l'habitude de l'utiliser. Donc, on sait que, par exemple, Backup Service est connecté depuis Desktop 1 qui appartient à Ingénieur. On continue. Deuxième chose qu'on avait faite ensuite sur la partie persistance, c'était d'être en capacité d'installer un service localement au DC via PSExec. Et pareil, ça, c'est des choses qu'il faut à tout prix regarder. Dès lors qu'un service est installé sur un DC, c'est quelque chose qui peut être assez impactant. Et en l'occurrence, ici, c'est une alerte qui était remontée en disant que justement, Backup Service a installé un service qui s'appelle, c'est le service de PSExec, qui s'appelle PSExec SVC sur le contrôleur de domaine. De la même manière, on a l'origine de la machine et à qui appartient la machine, ce qui permet de rapidement identifier si ça peut être problématique ou pas. On continue. L'action suivante que j'avais faite, c'était de pouvoir furtivement ajouter mon compte utilisateur dans un groupe à privilèges et exploiter ensuite ces nouveaux droits pour pouvoir faire mon DC Sync. Et donc, en l'occurrence, ici, on le voit, dès que on a un groupe à privilèges qui est modifié en termes d'appartenance dans l'Active Directory, Varonis identifie automatiquement ces groupes à privilèges et les supervise pour être sûr de déclencher une alerte à chaque fois qu'on a un changement de groupe d'appartenance à ces groupes. Donc là, en l'occurrence, on a deux alertes distinctes qui sont déclenchées par Backup Service, qui est l'ajout au groupe domaine admin, puis la suppression de l'utilisateur dans le domaine admin. Et entre les deux, on a cette fameuse attaque DC Sync qui est pas si évidente à détecter parce que c'est des logs locaux qui sont assez verbeux parce que ça nécessite de pouvoir auditer chaque fois qu'on utilise une permission pour aller faire quelque chose sur un objet Active Directory. Et donc, c'est des millions et des millions d'événements par jour. J'imagine bien qu'il y a toujours des actions sur l'Active Directory implicitement faites par le système, par exemple. Donc, c'est pas si évident de pouvoir collecter tous ces événements et pouvoir en extraire de la valeur. Et là, en l'occurrence, on récupère tous les événements. Donc, dès qu'un contrôleur de domaine ou que quelqu'un utilise le droit de réplication sur l'Active Directory, c'est des événements qu'on collecte et sur lesquels on peut une nouvelle fois déclencher des alertes comportementales. Si c'est pas un objet ordinateur d'un DC qui fait cette demande, c'est quelque chose qui est probablement pas logique. Et en l'occurrence, ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Ingénieur, qui était domaine admin temporairement, a demandé cette réplication-là depuis le Desktop One qui lui appartient. Et on pourrait continuer comme ça sur toutes nos alertes, remonter sur également tout l'accès aux différents fichiers, donc par exemple qui ont été faits par Backup Service quand on a voulu exfiltrer l'information. De la même manière,
On sait que les fichiers sont sensibles, on a un moteur de classification qui permet de les identifier. Et donc, du coup, dès lors que ce compte de service va venir consommer de manière inhabituelle, parce que beaucoup plus véloce que d'habitude, ces fichiers, on va pouvoir détecter une alerte. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec cette alerte qui vous dit attention, ce compte de service fait des actions habituelles sur ces arborescences qui contiennent de la donnée RGPD. Je vais passer, à mon avis, les autres alertes pour pouvoir avoir quelques questions s'il y a besoin. Mais les deux dernières que je voulais vous exprimer, à mon sens, c'est celle-là surtout sur la détection du coup du ransomware, donc de la méthode de chiffrement finale ici. En fait, ce qui se passe souvent sur le ransomware, c'est assez bête et méchant. Ils ont des itérations qui sont faites sur des fichiers. Souvent, il y a deux manières de faire. Soit on fait du chiffrement inlay, donc à l'intérieur du fichier, soit on fait du chiffrement outlay, à l'extérieur du fichier. Et donc, du coup, ça implique forcément des séquences d'actions spécifiques sur des fichiers au sein d'une arborescence qui est plus ou moins longue. Et donc, c'est des comportements qui sont facilement identifiables. Je vous rappelle qu'on collecte toutes les actions qui sont faites sur les fichiers. Et donc, du coup, par exemple, si on constate une action spécifique create delete successive sur le même fichier dans plein de fichiers de la même arborescence et de sous-arborescence, c'est clairement un pattern qui est un schéma de chiffrement pour un ransomware. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir détecter et déclencher l'alerte. Et c'est explicitement cette alerte-là que j'ai utilisée pour instrumenter justement un script qui m'a permis ensuite de pouvoir aller faire mes actions de remédiation automatique, à savoir isoler l'utilisateur et la machine sur le SI. Donc c'est là, finalement, il faut voir ça un peu comme dans tous les cas, le ransomware était obligé de toucher le fichier à un moment donné pour pouvoir le chiffrer. Et donc, forcément, il génère des traces qui sont collectées et qui peuvent être ici, qui permet à Varonis de déclencher ces alertes. Je crois qu'on est sur la fin du temps réglementaire, c'est ça? Donc, du coup, je vais m'arrêter là. En effet, on arrive sur la fin. On va inviter les gens et éventuellement, s'ils ont des questions, à aller sur votre stand B3, puisque malheureusement, on est un petit peu pris par le temps et dans 5 minutes, on a notre prochain intervenant. Merci en tout cas pour votre présentation. Avec plaisir. N'hésitez pas à passer au stand. Donc, je t'expliquerai. Bon salon. Stand B3, donc. Ouais, B3.